Et autres tyrans du même acabit. Parce que vous croyez que Napoléon, Alexandre Ier, le roi de Prusse, c'était des enfants de cœur. Les tyrans sont de toutes les époques. Seulement, à un certain moment, il y a des hommes pour les contrarier et les empêcher de nuire. L'ultime rendez-vous se précise. Nuit blanche, vendredi à 16h30 sur Public Sénat. Avoir 30 ans et être séguiniste. Voilà un profil plutôt atypique en 2020. Sur les murs et les étagères du bureau de ce jeune attaché parlementaire, Philippe Séguin est partout. J'ai la chance de jouir d'un bureau seul ici. Donc du coup j'ai pu en faire non seulement mon lieu de travail, mais aussi mon lieu de lecture, mon lieu d'histoire. Enfin, je me suis un peu approprié les lieux. Alors là, on a le tome 2 du travail qu'il a effectué avec Charles Pasqua. Le tome 1 étant la priorité sociale, le tome 2 la reconquête des territoires. On a ses mémoires qui sont très peu connues, dont le titre est magnifique, Itinéraire dans la France d'en bas, d'en haut et d'ailleurs, que j'ai vraiment stabiloté, que j'ai vraiment annoté. Je crois que il n'y a pas un mot qui m'a échappé. Samir Rimini, enfant des quartiers populaires d'Arras, devenu étudiant en sciences politiques, a découvert Philippe Séguin sur le tard, lors d'un débat face à Jean-Pierre Chevènement, vu presque par hasard sur Internet. Dans ce débat, il redéfinissait un peu l'ensemble des valeurs qui nous habitaient tous, et l'idée selon laquelle nous étions tous liés. De manière fraternelle ou non, mais nous étions tous liés, il y a un trait d'union qui nous lie les uns aux autres, et c'était la République. Et ça, aujourd'hui, on l'entend de moins en moins. Né en 1943 à Tunis, Philippe Séguin grandit dans une Tunisie sous protectorat français, avant de rejoindre la France. Pied noir issu d'une famille modeste, à force de travail et de persévérance, il entre à l'ENA et rejoint le mouvement gaulliste. Séguin était gaulliste, profondément gaulliste. Il avait la nostalgie de ne pas avoir vécu à cette période. Il rêvait de cette période où un homme seul avait reconquis la liberté du pays. C'était un romantique un peu de la politique, Philippe Séguin. Le mot-clé de Séguin, c'est républicain, la République. Autrement dit, il croyait qu'au départ de tout, il est le citoyen. Et lorsqu'il étudiait des dossiers, il regardait des sujets, il faisait des discours, tout commençait, avait pour départ le citoyen. 1978, le jeune protégé de Christian Poncelet fait ses premiers pas en politique, dans les Vosges. Philippe Séguin a 35 ans lorsqu'il devient député, une campagne dont Jean de Boishue se souvient. J'ai un souvenir extraordinaire de cette nuit, ça a commencé tard, je me souviens, avec une tempête effroyable dehors. J'ai tendance à dire une tempête séguiniste un peu. Et une salle à Épinal archi-comble. Il y avait comme un miracle de voir cet homme qui n'était pas du tout d'Épinal, bien entendu, qui est arrivé de Tunisie de son enfance, qui, dans cette région plutôt austère, plutôt ramassée sur le territoire, avait fait à Séguin une espèce de fête et ovation, sans qu'il soit même encore élu. Et je me souviens d'une réunion intense et chaleureuse. J'ai dit intense et chaleureuse parce que finalement, c'est toujours ce que Séguin a laissé dans le cœur des gens, quelque chose d'intense et de chaleureux. À Épinal, Philippe Séguin découvre une industrie textile en crise et une population ouvrière en plein désarroi. Lorsque Boussac a des difficultés, lorsque Boussac est repris par les Villot, c'est pas seulement des emplois qui sont perdus, c'est tout un tissu social qui se disloque. Mais vous imaginez le bouleversement culturel que représente la mutation nécessaire que nous devons accomplir actuellement. Philippe Séguin, moi je le segmente pas en parties.
je sépare pas son engagement en catégories. Moi, j'essaie de prendre sa philosophie politique dans sa globalité. Et je note une chose, c'est qu'il a toujours eu un regard bienveillant à l'égard de ceux qui n'avaient rien, sans être dans l'insulte de ceux qui avaient tout. Donc il essayait de conjuguer tout le monde pour leur rappeler que nous étions tous concernés par la communauté française. 1986, première cohabitation. Philippe Séguin est logiquement nommé ministre des Affaires sociales de Jacques Chirac. À peine nommé, il demande à son ministre de supprimer l'autorisation administrative de licenciement votée par la gauche quelques années plus tôt. Arnaud Tessier a longtemps travaillé aux côtés de Philippe Séguin. Aujourd'hui, il est fidèle à sa mémoire, un héritage conservé aux Archives nationales. Alors voilà le projet de loi sur l'apprentissage, le discours qu'il doit prononcer le 1er juillet 1987, où on voit ses corrections. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. On voit sur certaines mentions, il rajoute des chiffres très précis, des pourcentages pour étayer son propos. Philippe Séguin reçoit un ministère énorme des Affaires sociales pour porter des projets qui sont en partie inspirés par le libéralisme qui triomphe à cette époque aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il porte les lois qu'on lui demande de porter, mais dans le même mouvement, il essaie de porter d'autres projets qui lui paraissent plus sociaux, il essaie de préserver un certain nombre d'acquis, et en particulier, il essaie de sanctuariser tout le domaine de la protection sociale, de la sécurité sociale, dont il ne veut pas quand il veut protéger les principes fondamentaux qui datent de 1945, parce qu'il considère que c'est une des bases de la démocratie française. Il dit « je veux l'urgence sur tous mes textes », et puis souligner « il faut leur mettre ça dans la tête », car sinon, pas de remontée de l'emploi, et si pas de remontée de l'emploi, pas de victoire électorale. On sent qu'il sait aussi que c'est la petite... c'est un peu le mot qui va les faire bondir et qui va les faire un peu réagir. On a un rencard par là, Simone Veil par ici, et voilà Philippe Séguin. 197, voilà. Donc c'est le discours qui nous intéresse, c'est le 222. La question du choix des personnalités qui entrent aux Archives nationales, c'est toujours une question qui peut parfois diviser. Et quand on voit des volumes d'archives aussi importants que celui-là, on voit qu'il y a une matière derrière la personne. Et que c'est ça aussi qui va permettre aux historiens ensuite de pouvoir faire l'histoire. Donc là, la Ve République, certains épisodes phares des dernières décennies. Une trace pour l'histoire largement documentée. Il faut dire que Philippe Séguin a laissé des écrits, beaucoup, partout, et même sur les supports les plus improbables. Voilà, et en fait, ça démontre un peu qu'il était en train d'écrire sur tout ce qu'il... Il a pris des notes sur un dessin qui lui a probablement été adressé par sa dernière fille. Un de ses enfants, ouais. Voilà. C'est surtout sur les billets de foot. Je pense qu'il y a aussi des notes comme ça. Les idées n'ont pas forcément de lien. On ne trouve pas de lien entre la première et la deuxième page. C'était une grosse machine intellectuelle. Ça tournait tout le temps. Alors c'est ce qu'il faisait, qu'il était quelquefois un peu pénible dans le travail, parce que ça ne s'arrêtait jamais. Moi, j'allais voir Séguin des soirs d'automne ou d'hiver où il pleuvait, il faisait froid, je venais dans son bureau, il était de mauvaise humeur, et il me reprenait à brousse-poil, et puis en sortant, il me donnait un travail de 10 pages pour le lendemain matin. C'était un patron extrêmement dur. Eh bien, Dieu sait que je lui suis reconnaissant, et parce que je sais qu'il faisait ça parce qu'il croyait que c'était nécessaire, utile, etc. Il ne laissait pas beaucoup de place aux sentiments. Et pourtant, c'était une âme extrêmement tendre. C'est quelqu'un qui aimait sourire aux gens, mais dès qu'il s'agissait de travail, ce qu'il considérait son devoir, il était dur et insupportable. Ça, c'est le carton sur sa prise de position le référendum du traité de Maastricht. Un travailleur infatigable qui ne renonce jamais. 1992, le traité de Maastricht, acte fondateur de la monnaie unique, est soumis à référendum. Philippe Séguin, aux côtés de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers, va se lancer dans une bataille contre le traité que d'aucuns pensent perdu. Et d'ailleurs, il doit y avoir des notes derrière. Et justement, on lui a reproché. Voilà. En fait, c'est le dossier préparatoire, enfin, c'est des éléments qui lui ont
qui lui ont permis de préparer son débat avec François Mitterrand en septembre 1992, au début du mois de septembre, donc le débat décisif qui précède le référendum. Donc il faut voir qu'on arrive au bout de plusieurs mois de campagne, que ce référendum, Philippe Séguin a beaucoup contribué à faire qu'il ait lieu. Et donc il y a eu cette campagne référendaire qui a duré des mois, et Philippe Séguin a pris son bâton de pèlerin et est allé partout en France pour expliquer ce traité et qu'il engageait l'Europe sur une voie radicalement nouvelle, qu'il remettait en cause certains principes de la souveraineté nationale qui sont au cœur de la démocratie. Et le non, qu'on considérait comme, à l'époque comme un peu comme un vote de plouc, il faut bien le dire, le non a remonté à un point tel que, fin août, début septembre, l'idée que le traité de Maastricht puisse être rejeté par les Français devenait de plus en plus crédible. Et François Mitterrand s'est engagé, il était président de la République, s'est engagé personnellement dans le cadre d'une grande émission à la télévision, et il a choisi comme débatteur avec lui Philippe Séguin. C'était assez émouvant parce qu'on voyait un Séguin en difficulté, ce qui n'était pas du tout son genre, c'est pas du tout ce qu'il aimait, mais on voyait aussi que le respect de l'institution était pour lui beaucoup plus fort que le besoin politique d'enfoncer François Mitterrand, beaucoup plus fort. En vous entendant, Monsieur le Président, je comprends pourquoi le débat national a tant de peine à se nouer. Vous cherchez à me convaincre, et à travers moi les Français, de la nécessité de la construction européenne. Peine perdue, nous en sommes les premiers convaincus. Ce que nous contestons, c'est le mode de construction qui était retenu. C'est de cela que nous entendons débattre. Il a prévu que François Mitterrand va essayer de déplacer le sujet en disant « c'est les Européens et les anti-européens ». Alors que Philippe Séguin, son argument, c'est de dire « c'est pas qu'on est pour ou contre l'Europe ». Mais c'est que cette Europe doit se construire de manière démocratique. Il craignait qu'on s'engage dans un processus radicalement différent avec la construction de la monnaie unique, avec tout ce qui a suivi dans les années 90, dans quelque chose d'irréversible, et que les peuples se retrouvent dépouillés de tout droit à s'exprimer sur l'évolution de la construction européenne. Et il craignait que les peuples le refusent à un moment donné. C'est-à-dire qu'il avait compris, avec un certain nombre d'années d'avance, ce que nous connaissons aujourd'hui, avec le Brexit, avec le populisme. 1995, 3 ans après le référendum perdu, Philippe Séguin joue désormais les premiers rôles au sein de sa famille politique. Malgré les mauvais sondages, il soutient la candidature de Jacques Chirac face à Édouard Balladur. C'est lui qui lui inspire le thème de la fracture sociale sur lequel Jacques Chirac va se faire élire. Philippe Séguin qui m'a rappelé à l'instant que les engagements pris devaient être tenus dans un propos que je n'oublierai pas, mon cher Philippe. Peine perdue. Lui qui se rêvait Premier ministre est écarté au profit d'Alain Juppé. Il avait avec Chirac des relations étranges. Je souris parce qu'il n'avait pas beaucoup d'estime pour Chirac. Et Chirac me disait toujours... Extrêmement importante, et nous sommes très vigilants sur cette question, comme vous devez l'être vous-même, car il s'agit d'assurer la continuité du service public de la justice, parce qu'il est essentiel. Il s'agit de protéger les personnels comme les justiciables, mais il ne s'agit pas, quand ce ne serait pas strictement nécessaire, de baisser la garde en matière de garanties apportées aux justiciables. S'agissant des prisons, la surpopulation carcérale est un problème endémique, et on voit la difficulté que représente la gestion d'une telle crise épidémique dans une situation de surpopulation carcérale. N'y voyez pas malice, mais je ne peux qu'exprimer de nouveau le regret que nous avons au Sénat que le plan de création de 15 000 places de prison qui avait été annoncé pendant la campagne de 2017 par le futur président de la République pour le quinquennat n'ait pas été mis en œuvre. Nous avons aujourd'hui en prison des conditions de vie qui justifient pleinement que vous vous soyez préoccupés de remédier très rapidement à la saturation de certains établissements, mais qui appellent aussi de notre part des questions sur les précautions prises pour libérer un certain nombre de détenus ou reporter l'incarcération d'autres détenus. Notre mission à nous, au Sénat, c'est de vérifier, avec, je le disais, beaucoup de vigilance, que les mesures prises, que leur application dans le temps
que le ralentissement de la justice que cela peut induire, que les dérogations aux garanties fondamentales que notre État de droit offre aux justiciables, que la libération de détenus, que les reports d'exécution de peine soient strictement nécessaires et proportionnés au double impératif, premièrement de lutte contre les contaminations au sein du service public de la justice et de l'administration pénitentiaire, et de continuité de ce service public de la justice dans cette période de crise. Et je veux rappeler à cet égard que les allègements de procédure autorisés par les ordonnances, ce sont des facultés ouvertes aux chefs de juridiction et n'ont pas pour effet de substituer automatiquement au respect des procédures de droit commun des procédures dérogatoires. Je voudrais m'assurer que c'est bien le cas et que vous partagez cet état d'esprit. L'enjeu des plans de continuation de l'activité dans les juridictions, c'est aussi de permettre la mobilisation du plus grand effectif de magistrats, de greffiers, d'agents des tribunaux, compatible bien sûr avec la prévention des risques sanitaires, afin de permettre à la justice de fonctionner de la manière la plus proche possible des normes de droit commun. Et on sait que vous êtes obligé, dans bien des cas, de vous en éloigner. Cette démonstration que les dérogations sont justifiées au cas par cas et qu'elles ne sont utilisées qu'en dernier recours nous paraît éminemment souhaitable. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire cette audition. Et si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous présenter, au fond, l'ensemble des mesures que vous avez prises, leur philosophie, leurs résultats. Nous serons très attentifs aux chiffres que vous pourrez nous donner sur le nombre de magistrats, d'agents des tribunaux qui sont au travail. Nous serons attentifs aux précisions pratiques que vous pourrez nous apporter sur le télétravail en matière de justice, qui est certainement très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'il y a un certain nombre de procédures qui impliquent l'enregistrement d'actes, qui peuvent compliquer les choses. Étiez-vous bien préparé dans les juridictions à développer ce télétravail si rapidement, et donc nous attendons beaucoup de votre intervention et des réponses que vous pourrez nous apporter. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs que je ne vois pas mais dont je sens la présence. Je ne suis pas certaine, dans mon propos introductif, de pouvoir vous donner tous les éléments de réponse aux questions extrêmement précises que vous évoquez là, mais peut-être serais-je conduite à y revenir à l'occasion de telle ou telle question. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices, les sénateurs, il est évident que le confinement, dès lors qu'il a été décidé pour lutter contre la pandémie du Covid-19, a eu des conséquences extrêmement importantes pour le ministère de la Justice. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, qui a dû répondre en moins d'une semaine à 3 défis. D'abord, adapter le fonctionnement des juridictions au confinement, ce qui était un enjeu fort. Ensuite, mais ça n'est pas hiérarchique, assurer la protection sanitaire des agents publics et des justiciables, mais aussi des personnes placées sous main de justice. Et enfin, garantir la sécurité juridique dans une période de crise. Comme l'a rappelé le Premier ministre, l'état d'urgence sanitaire permet au gouvernement de prendre des mesures qui doivent toujours respecter la conciliation entre protection sanitaire et respect des libertés fondamentales. Et en tant que garde des Sceaux, c'est évidemment ce à quoi je me suis attachée dans les 3 défis que j'ai évoqués à l'instant. Le premier défi consistait donc à adapter le fonctionnement des juridictions au confinement, et ce, dans le respect de l'état de droit. Le déclenchement de l'épidémie a remis en cause le fonctionnement des juridictions. Par définition, celles-ci sont des lieux où les personnes se rencontrent, se croisent, et ce sont des justiciables en premier lieu qui croisent les professionnels, magistrats, avocats, greffiers et le public également. La lutte contre la propagation de l'épidémie étant avant tout fondée sur la distanciation sociale, nous avons dû fermer les tribunaux au public et adapter les procédures afin de limiter les contacts à l'indispensable.
parce que dans le même temps, et vous l'avez rappelé, il était impératif d'assurer le maintien de nos activités essentielles et notamment le traitement des contentieux prioritaires. Conséquence directe du confinement et des contrôles des forces de l'ordre, la quasi-disparition de la délinquance de la voie publique a conduit à une baisse drastique de l'activité pénale des juridictions. Peut-être y reviendrons-nous. Mais ces juridictions ont également dû faire face à une nouvelle délinquance liée à l'épidémie. Je pense au vol de masques et de respirateurs, dont la presse se fait parfois l'écho, à des formes nouvelles de cybercriminalité, au non-respect du confinement, etc. Il s'agit, avec les violences intrafamiliales, de la délinquance actuellement principalement traitée par les juridictions pénales depuis le début du confinement. Je pense aussi, au-delà de ces contentieux liés aux circonstances, je pense aussi aux contentieux civils, avec les ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences conjugales, mais aussi pour la protection de l'enfance. Sont également maintenus les référés, et notamment pour prévenir les dommages imminents ou mettre un terme aux troubles manifestement illicites. Il est plus difficile, dans une période de confinement, de faire valoir ses droits devant une juridiction. Les examens des contentieux au fond sont donc dans leur grande majorité reportés. Mais avec le concours des juges aux affaires familiales, des juges des enfants ou des juges des référés, les juridictions se sont organisées pour traiter les contentieux qui présentent des situations d'urgence. Pour traiter ces contentieux, nous avons dû également prendre des ordonnances pour adapter le temps de la crise et uniquement dans le temps de cette crise sanitaire, la procédure afin de poursuivre l'activité judiciaire d'urgence sans la tenue d'audience physique, mais dans le respect des droits des parties et des droits de la défense. Là encore, peut-être aurai-je l'occasion d'y revenir. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de rallonger les délais de détention provisoire, ce qui a suscité des interrogations sur lesquelles je suis certaine que j'aurai des questions. Les dispositions que nous avons prises à propos de la détention provisoire n'excluront pas que nous réfléchissions à leur adaptation à la fin de l'état d'urgence quand l'activité judiciaire reprendra de manière normale. En tout état de cause, nous avons fait en sorte que les équilibres de l'état de droit soient respectés en dépit de la période troublée dans laquelle nous nous trouvons. Le deuxième défi et la deuxième exigence, plus qu'un défi, est d'assurer la protection sanitaire de nos agents, du public et des personnes placées sous main de justice. Dès les annonces faites par le président de la République et le Premier ministre les 12 et 14 mars, mon principal objectif a été de développer les moyens pour assurer la protection sanitaire des personnels et du public, tout en permettant la continuité du service public dans les 3 champs dans lesquels intervient mon ministère, c'est-à-dire les juridictions, la protection judiciaire de la jeunesse et, bien entendu, les établissements pénitentiaires. La protection sanitaire, je le répète ici, et c'est la doctrine de la Direction générale de la santé, la protection sanitaire est avant tout assurée par le respect des gestes barrières, qui impliquent une plus grande distanciation et un confinement de protection lorsque cela est nécessaire dans certains de nos établissements. Dans les juridictions, comme je l'indiquais, la distanciation, elle est avant tout permise par la réduction de l'activité juridictionnelle aux urgences. Ceci permet évidemment d'éviter les contacts entre les agents et entre les agents et le public. L'utilisation des espaces, des salles d'audience et le développement de la visioconférence permettent de réduire le présentiel au strict minimum dans le respect des distances exigées entre chaque personne. Dans les établissements pénitentiaires, le confinement a entraîné de fait la suspension des parloirs et des activités impliquant les intervenants extérieurs. Mais nous avons aussi pris des mesures sanitaires complémentaires et particulières. Un protocole de confinement a ainsi été mis en place, notamment avec les personnels des agences régionales de la santé, pour les détenus qui présentent des symptômes. Nous avons également adopté des mesures permettant de faire baisser la pression carcérale.
Il faut ici préciser que la réduction de l'activité des juridictions a eu un effet mécanique. La mise en œuvre des dispositions de la loi de réforme pour la justice a accompagné ce mouvement. Nous avons par ailleurs, par ordonnance, mis en place une politique d'élargissement par assignation à domicile des personnes en fin de peine, qui auraient en toute hypothèse été libérées dans 2 mois. Par ce double effet, à la fois d'une diminution de l'activité des juridictions et de mesures spécifiques et adaptées, le taux de surpopulation qui dans nos établissements était de 119% au 16 mars, avec plus de 72 400 détenus, est au 8 avril de 105%, avec 64 005 détenus. Nous comptons donc plus de 8 500 détenus en moins. Je le répète, près de la moitié de cette baisse est due à la réduction du flux entrant, du fait de la baisse de la délinquance de la voie publique et de la réduction de l'activité de nos juridictions, et l'autre moitié provient des mesures que nous avons mises en place. Ces mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire en détention ont à ce stade été efficaces puisque seulement 60 détenus ont contracté le virus sans dissémination interne. Nous comptons également près de 900 agents symptomatiques ou positifs qui sont confinés à domicile, mais les décès de 2 surveillants ont endeuillé l'administration pénitentiaire. Dans les foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, la distanciation et le confinement des mineurs éventuellement malades ne soulèvent pas de difficultés importantes. Nous avons eu 28 jeunes symptomatiques et 5 qui se sont révélés positifs depuis le début de la crise. Mais la PJJ, en toute hypothèse, continue à assurer ses missions essentielles. Le développement, toujours actif à ce stade de la pandémie, et le nombre de personnes atteintes nous a conduit à distribuer des masques de protection dans les situations de contact direct et prolongé. Plus de 260 000 masques ont ainsi été diffusés au sein de l'administration pénitentiaire et de la PJJ dès le 28 mars dernier. Cette distribution se prolongera par celle de masques de protection lavables et donc réutilisables, issus d'une fabrication d'une fabrication homologuée bien sûr, qui a déjà commencé dans 8 établissements pénitentiaires. Cette production et les masques dont nous disposons nous ont permis également de commencer à doter les tribunaux. Enfin, le troisième défi que nous avons dû relever consistait à garantir la sécurité juridique. Au-delà des conséquences sur l'activité des tribunaux, le confinement a eu des impacts importants sur la vie économique, la vie sociale et l'activité juridique au sens large. Nous avons ainsi pris des dispositions pour venir en aide aux entreprises qui se trouveraient en difficulté, pour protéger les salariés en étendant les mécanismes de garantie des salaires et pour aménager les règles procédurales pour plus de sécurité juridique. Pour tous les citoyens, et parce qu'en période de confinement, il est plus compliqué de passer un contrat ou de faire valoir ses droits, nous avons mis en place ce que nous avons appelé une période juridiquement protégée. Cette période juridiquement protégée se traduit par une prorogation de tout type de délai, et notamment les délais de recours, jusqu'au mois suivant la fin de l'état d'urgence. Cette période est elle-même suivie d'un délai de 2 mois pour permettre un retour progressif à la normale. Nous avons aussi adapté le monde du droit aux enjeux de l'épidémie et travaillé à la sauvegarde des des professions juridiques touchées par la crise. Je pense ici aux notaires qui pourront techniquement effectuer à distance les actes dont ils ont ordinairement la charge. Je pense également aux avocats que nous avons accompagnés et qui se trouvent durement touchés, notamment par la crise du Covid-19. Nous les avons accompagnés pour qu'ils puissent accéder à un certain nombre de dispositifs d'aide de droit commun. Je veux d'ailleurs, Monsieur le Président, terminer mon propos pour indiquer
que je suis en contact permanent, d'une part avec l'ensemble des acteurs de mon propre ministère, de l'ensemble des directions évidemment, mais aussi avec l'ensemble des chefs de juridiction, des directeurs, je le disais, de l'administration pénitentiaire et de la PJJ, mais également du secteur associatif, des professions du droit et notamment des avocats, des notaires que j'ai toutes les semaines au téléphone. Nous essayons ensemble de répondre au mieux aux enjeux de la lutte contre le virus. Voilà ce que je souhaitais dire, Monsieur le Président, en propos liminaires et en me réjouissant de cet exercice de votre pouvoir de contrôle qui me donne l'occasion d'expliciter un certain nombre des décisions que nous avons prises. Madame la garde des Sceaux, de ce propos liminaire. Et pour ouvrir l'échange avec vous, je voudrais revenir sur la question essentielle que je voulais vous poser au nom de la Commission des lois. Faut-il bien entendre comme une faculté l'ensemble des facilités qui sont ouvertes par l'ordonnance, ou les tribunaux doivent-ils appliquer les nouvelles règles, les nouveaux allègements, systématiquement dans les instances qui seront jugées? Cette question est une question très délicate. Je crois qu'en effet, il s'agit d'une faculté. Je crois qu'en effet, les juridictions ne doivent utiliser cette faculté que lorsque c'est nécessaire et proportionné. Et je crains que s'ils ne le faisaient pas, par la voie de l'appel ou de la cassation, on puisse avoir plus tard des difficultés sur la sécurité juridique et la qualité des jugements rendus. Donc c'est une inquiétude que j'aimerais discuter avec vous. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'elle soit levée, mais je crois que ça n'est pas simple. Évidemment, rien n'est simple quand on déroge à un certain nombre de garanties fondamentales. Mais est-ce que vous avez par exemple donné une sorte de guide sur le bon usage de toutes ces souplesses qui peuvent aller jusqu'à la suppression des audiences, le recours au juge unique au lieu de la collégialité, le fait qu'un avocat puisse être distant de son client qui serait lui-même distant de la juridiction pour le jugement d'une affaire? Tout ceci va-t-il être systématique, ou y a-t-il un mode d'emploi donné aux juridictions pour limiter autant qu'il est possible le recours à ces facilités? Merci pour cette question importante, Monsieur le Président. Alors effectivement, nous avons donné des explications, si je puis dire, puisque nous avons adressé un nombre important de circulaires aux juridictions, aux établissements pénitentiaires, vraiment de très nombreuses circulaires qui correspondent à chacune des ordonnances et qui sont parfois d'ailleurs des circulaires émanant de plusieurs de nos directions. Je pense à des circulaires administration pénitentiaire, direction des affaires criminelles et des grâces, pour expliciter un certain nombre de choses. Les dérogations qui figurent dans les ordonnances que nous avons adoptées sont effectivement des outils qui sont mis à disposition des juridictions. Ce sont des outils. Notre idée est évidemment de faire en sorte que nous puissions le plus rapidement possible permettre aux juridictions de fonctionner, si possible en appliquant le droit commun, quand ça ne l'est pas, en utilisant les outils que nous avons, les outils dérogatoires que nous avons mis à leur disposition. Et c'est bien comme cela que le système a été construit. Vous évoquez deux points sur lesquels je souhaite revenir. Vous évoquez la question de la présence des avocats. Nous avons facilité les droits de la défense en permettant que les avocats puissent communiquer également par visioconférence ou par téléphone. Mais évidemment, si l'avocat souhaite venir, eh bien, il peut venir. Évidemment, ça n'est pas une interdiction qui est posée par l'ordonnance. Nous ouvrons dans une période précise des facultés autres. Vous prenez également la question du juge unique. Mais il n'est pas dit qu'il faut juger à juge unique là où il y avait auparavant une instance collégiale. Il est dit que si
si les circonstances font que les juridictions se trouvent dans l'incapacité de fonctionner, alors je devrais prendre, moi, garde des Sceaux, un décret qui ouvrira la possibilité aux juridictions de statuer éventuellement à juge unique. Donc d'une part, il faut que je prenne, moi, un décret que je n'ai pas pris au moment où nous parlons, et que sur la base de ce décret, les juridictions, en fonction de la capacité qu'elles auront à traiter telle ou telle affaire, ou à ne pas la traiter précisément, pourront à ce moment-là juger à juge unique. Autrement dit, Monsieur le Président, et je reviens sur cette idée-là, c'est vraiment une boîte à outils que nous offrons aux juridictions pour passer le cap de la situation dans laquelle nous sommes et qui découle de ce que l'on appelle d'un sigle un peu barbare, les PCA, les plans de continuation d'activité, qui sont en réalité la reconnaissance que dans cette circonstance, les juridictions fonctionnent de manière réduite et pour traiter un certain nombre de contentieux seulement. Il y a, disons, une seule peut-être exception à la règle que j'évoquais devant vous, c'est le dispositif qui s'attache à la détention provisoire. L'ordonnance d'ailleurs est rédigée de manière très précise et nous n'avons là pas laissé de possibilités différentes puisque sinon cela aurait pu constituer une rupture d'égalité importante, mais là encore, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, au moment du retour à la normale, nous verrons comment traiter cette situation particulière. Voyez-vous, je pense que lorsque nous saurons quand et comment s'organisera la sortie de cette crise, alors nous reprendrons un certain nombre de textes pour aider les juridictions et nos établissements à revenir dans un processus normal. Très précise, je peux en déduire qu'en dehors du cas où un décret serait nécessaire, vous l'avez cité, pour passer de la collégialité au juge unique, par exemple, et en dehors de cas où l'ordonnance, conformément à la loi d'habilitation, prévoit pour la détention provisoire le même régime pour tous, c'est donc à chaque chef de juridiction d'organiser le travail de la juridiction en recourant ou non, en fonction de l'effectif de magistrats, de greffiers et d'agents disponibles, aux facilités qui sont offertes par l'ordonnance. Donc, selon les juridictions, on y aura recours ou non. Monsieur le Président, lorsque nous avons pris les ordonnances que vous connaissez autour du 25 mars, nous avions notamment, en disant à chaque juridiction qu'il fallait passer en plan de continuation d'activité, nous avions quand même dressé un cadre. Ce cadre n'a pas la rigidité d'un impératif, mais nous disons tout de même clairement que notre préoccupation principale, c'est celle de la sécurité sanitaire et que dans ce cadre-là, on ne peut pas remettre un tribunal en fonctionnement comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, sous la réserve que je viens de poser là, c'est-à-dire le cadre général des plans de continuation d'activité, évidemment, chaque juridiction va devoir apprécier les ressources humaines dont elle dispose. Est-ce que vous avez dans telle ou telle juridiction une majeure partie de greffiers qui sont en ASA parce que leurs enfants sont jeunes et qu'ils doivent rester à la maison? Ou bien est-ce qu'au contraire vous avez des gens qui sont en télétravail, auquel cas vous pouvez peut-être les mobiliser un peu plus en fonction des contentieux que vous avez dans telle juridiction? La situation n'est pas la même entre Créteil et Mont-de-Marsan ou entre Créteil et Aurillac. Et donc je pense que encore une fois, dans le cadre général que nous avons dessiné, eh bien, chaque chef de juridiction, en lien évidemment avec le barreau également, pourra organiser l'activité comme cela lui semble important. Il devra donc apporter la démonstration que ces choix sont proportionnés et qu'il a agi en fonction des nécessités pour assurer à la fois la sécurité sanitaire et la continuité du service public de la justice. Je crois que dans cette situation, nous ne sommes pas dans des demandes de preuves. Nous faisons confiance, et c'est bien normal, au pouvoir de décision qu'ont les chefs de juridiction. Bien sûr, mais si je vous pose la question, c'est à cause des recours possibles sur les jugements qui vont être rendus pendant cette période. Oui, je pense que l'important, c'est que les contentieux urgents soient traités. Nous en sommes d'abord là, avant d'envisager les recours. Nous partageons bien sûr ce souci, mais nous sommes attentifs, comme je vous le disais tout à l'heure, à ce qu'un bon équilibre soit trouvé entre la nécessité de la continuité et les garanties offertes aux justiciables, bien entendu.
Je le suis tout autant que vous, Monsieur le Président. Mais plus encore, sans doute. Certainement, je ne me permettrai pas, mais... Je vous remercie. Je vais donner la parole au président Kanner. Merci, Monsieur le Président Philippe Bas. Madame la garde des Sceaux, si mes calculs sont bons, 39 ordonnances ont été prises depuis l'adoption des lois d'urgence du 23 mars dernier, dont 7 par le ministère de la Justice. Quand l'état de droit connaît une situation exceptionnelle, au risque de le fragiliser, nous avons donc plus que jamais besoin d'un service public de justice à la hauteur de ce nouveau défi républicain. Si je voulais reprendre le propos parfois un peu incisif d'un juriste de droit public, constitutionnaliste de Lille, M. Jean-Philippe de Rosier, il écrivait récemment « La crise sanitaire que nous traversons impose d'agir, mais elle ne justifie pas d'agir n'importe comment ». Rassurez-vous, ce n'est pas dans mon intention que de signaler telle ou telle difficulté, mais plutôt de les prévenir au travers notamment, donc encore une fois, de cette protection de l'état de droit et de 2 questions précises, Madame la Ministre. Une question en écho au propos du président Philippe Bas sur la prolongation du droit à la détention provisoire, qui a été l'objet de contestation. Vous avez reçu, comme moi, je suppose, cette lettre hier du syndicat de la magistrature s'inquiétant de cette situation. Vous avez indiqué que la personne détenue ou son avocat peut demander à tout moment une mainlevée de la mesure. Pour autant, cette démarche est plus contraignante que le réexamen prévu au bout de 4 mois, et ceci alors même que la prolongation de la détention continuera de produire ses effets, même après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que je vous ai entendu sur ce sujet. Combien de personnes ont-elles vu leur période de détention prolongée, si vous avez cette information à ce stade? Combien de mesures de mainlevée ont-elles été reçues depuis le prolongement de plein droit? Comment et dans quel délai ces demandes seront-elles instruites par les services placés sous votre autorité? Et puis, une question peut-être plus ciblée sur une profession que vous avez évoquée, Madame la garde des Sceaux, à savoir la profession des avocats. Nous sommes saisis, en tant que sénateurs, par beaucoup de situations de difficultés. C'est une crise qui va mettre à mal la trésorerie de nombreux cabinets d'avocats, qui sont bien sûr essentiels à l'accès au droit et à la justice sur tout notre territoire. Et j'ai une pensée particulière pour les jeunes avocats, ceux récemment installés, leurs collaborateurs, qui sont en première ligne de ces difficultés. Et au-delà des dispositifs de droit commun, permettez-moi l'expression, dans cette situation d'état d'exception, aux autres secteurs d'activité économique qui ont déjà été rendus accessibles à cette profession, est-ce que vous envisagez des mesures spécifiques pour venir en aide à une profession qui, il y a quelque temps, s'exprimer dans la rue sur un autre problème qui est peut-être maintenant derrière nous, de par les faits, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de grand service public de justice sans une profession d'avocat rassérénée sur son devenir économique. Voilà pour cette 2e question, Madame la garde des Sceaux. Je vais peut-être demander à mes autres collègues co-rapporteur du comité de suivi de la Commission des lois, de vous poser des questions pour que vous puissiez répondre en une seule fois. Monsieur François-Noël Buffet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, de vos explications. J'aurais souhaité aborder peut-être plusieurs thématiques. La première, d'une manière générale, savez-vous à ce jour combien de magistrats sont en capacité de pouvoir remplir leur mission sur l'ensemble des tribunaux, de nos tribunaux? Paraît important de savoir comment les choses se passent. Je parle de magistrats, mais je pense aussi aux greffiers, naturellement. Ma deuxième question, les concernant toujours, sont-ils, vous l'avez abordé tout à l'heure, totalement équipés en matière de protection, ou sont-ils au contraire en situation de télétravail? Et dans ces conditions-là, comment les choses se passent? J'aborde un point plus particulier ensuite, mais qui intéresse, qui se nourrit du premier. Un certain nombre de décisions ont été rendues par les tribunaux avant la crise sanitaire. Certaines affaires ont été en délibéré, ont même été délibérées, je parle notamment en matière civile, et les jugements sont peut-être en cours de rédaction ou auraient dû être rédigés dans la période qui est en train de s'écouler.
certains de nos concitoyens attendent avec impatience une décision des tribunaux. Auront-ils à quel moment auront-ils la décision, j'allais dire, matérielle, physiquement, pour tenter de la faire exécuter ou pour trancher une situation qui les intéresse particulièrement? Cette question concerne en réalité, on le sait à peu près, 2 millions un peu plus de 2 millions de personnes en matière civile qui attendent des décisions des tribunaux chaque année. Et sur cette période-là, est-ce qu'on a une idée de ce que cela peut être? Je parle bien en matière civile, hein, la situation pénale étant naturellement différente. Autre point général, j'abuse un peu, en matière, à l'égard des juridictions administratives, avez-vous laissé chaque chef de juridiction gérer, comme il le souhaitait, son propre tribunal, ses propres procédures, ou est-ce qu'il y a une harmonisation nationale? Comment les choses fonctionnent de ce point de vue-là? Alors j'ai d'autres questions, mais je ne veux pas vous monopoliser, quoique ma question porte sur les tribunaux de commerce. Je me permets, même si cela est public, de rappeler que je vous avais saisi il y a quelques semaines, et vous aviez apporté une réponse d'ailleurs, je tiens à vous en remercier. Mais à ce jour, votre ministère est-il en capacité de nous dire qu'en est-il de l'activité des tribunaux de commerce, des nouvelles ouvertures de procédures, de redressement, de sauvegarde ou autres, et sont-ils tous en capacité de pouvoir répondre aux difficultés économiques que nous rencontrons, même si nous les souhaitons les moins dures possibles, bien sûr. Voilà, je crois que je m'en arrêterai là parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais je ne veux pas monopoliser indûment la parole pour les collègues, avec peut-être un point particulier, je vous le concède, mais je crois que j'ai été inattentif en matière pénale sur les libérations anticipées qui ont été organisées. Est-ce que c'est de façon à peu près égale selon les territoires, ou est-ce qu'il y a des territoires où il y a plus de libérations que d'autres? C'est une question qui peut nous intéresser. Et puis la dernière, et j'en termine, je n'abuse plus, du fait de la baisse de la délinquance de voie publique que vous avez évoquée tout à l'heure, il est incontestable qu'une autre forme de délinquance se met en place, mais du coup, les audiences de comparution immédiate, dont on savait qu'elles étaient parfois importantes, sont aujourd'hui dans quelle situation? Sont-elles tout aussi importantes? Y a-t-il eu un tassement qui se perdure? Au contraire, constatez-vous d'ores et déjà une petite reprise de l'activité des comparutions immédiates? Merci, madame. À madame Nathalie Delattre, qui est sénatrice de la Gironde, qui est reliée à nous par visioconférence et qui suit avec François-Noël de Buffet la question des lieux de privation de liberté. Voici que madame Delattre apparaît à l'écran. Chers collègues, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez, Président? Oui, chers collègues, nous vous entendons. Parfait. Bonjour, Madame la Ministre. Lors de la présentation de votre ordonnance au Président de la République, vous avez évoqué la sortie de 5000 détenus sur les 70 000 présents. Aujourd'hui, il semble, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous approchons les 1500 libérés. Certains préconisent d'aller jusqu'à 20 000 pour atteindre la détenue par cellule. Quel est le nombre que vous souhaitez, pour votre part, atteindre dans ces conditions? Au regard de ce chiffre, plusieurs de ces sorties sont conditionnées par la pose d'un bracelet électronique. Avez-vous une idée de l'état de l'approbation? Non, c'est le bracelet électronique. Alors, chers collègues, Nathalie Delattre, nous vous entendons très mal et d'ailleurs nous ne vous entendons plus.
Je voudrais vous demander de compléter votre question par écrit, de sorte que nous puissions la lire à Madame la Ministre, et donc maintenant de bien vouloir couper votre micro et votre caméra. Et je donne la parole à Madame la Garde des Sceaux. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc déjà répondre aux 3 questions de Monsieur le Président Caner et aux 7 questions de Monsieur le Sénateur Buffet. Monsieur le Président, je partage l'avis de mon collègue de Rosier. Il faut agir, mais pas agir n'importe comment. Nous agissons au ministère de la Justice. Nous agissons. Point. Vous évoquez trois choses. Trois éléments distincts. D'une part, sur la détention provisoire, vous me faites valoir à juste titre que bien sûr, une personne qui est détenue provisoirement peut toujours demander la main levée de sa détention provisoire. Je rappelle que le juge peut également l'accorder d'office. Il peut, et vous me dites c'est finalement assez compliqué, plus contraignant de demander la main levée que d'avoir une audience de prorogation. Je ne crois pas, parce qu'il suffit pour le détenu de déposer un courrier au greffe de son lieu de détention. Il n'y a rien de plus simple. Son avocat peut également, par lettre recommandée, sans se déplacer, déposer une demande de main levée. Donc il n'y a, me semble-t-il, pas de difficulté à déposer ce type de main levée. Et d'ailleurs, sans avoir le chiffre exact, je peux vous assurer qu'au moment où nous parlons, il y a de très nombreuses demandes de mise en liberté qui ont été formulées par les personnes qui sont détenues. Et ces demandes de mise en liberté sont examinées toutes dans des délais qui sont des délais imposés, qui ont été augmentés de 3 ou 4 jours, je crois que c'est 10 jours en ce moment, et dans ces délais-là, la demande est examinée. Elle peut faire l'objet d'un recours, et alors il y aura un débat contradictoire devant la Chambre de l'instruction. Donc je crois que la manière dont les choses fonctionnent montre que, évidemment, les droits sont préservés. Ils ne s'exercent pas de la même manière dans le temps de cet état d'urgence sanitaire, mais ils sont préservés. Vous évoquez ensuite la question des avocats et des difficultés économiques que rencontrent les avocats. Je suis évidemment très sensible à ces difficultés. C'est un sujet que je connais bien puisque nous en avons longuement parlé au moment du vote de la première lecture de la loi sur les retraites. Cette difficulté, notamment des tout petits cabinets d'avocats, elle est réelle et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup insisté auprès de mes collègues Pénicaud et Lemaire pour qu'ils soient insérés, les avocats, dans les dispositifs de droit commun. Ce qui veut dire, au moment où nous parlons, qu'ils peuvent bénéficier du fonds de soutien, du fonds de solidarité, de 1 500 € ou bien de 2 000 € supplémentaires dans un certain nombre d'hypothèses. Ils ont également, leurs salariés s'inscrivent au chômage partiel, les collaborateurs d'avocats voient leur situation prise en compte. S'y ajoute, comme pour l'ensemble des autres profession libérale, le report des cotisations sociales, la possibilité de voir prise en charge la question des loyers, de l'électricité, des autres fournitures. Autrement dit, nous avons vraiment été attentifs à leur situation économique. Les autres points qui relèvent de la situation que traversent les avocats. Elle relève de la commission que j'avais mise en place autour de Dominique Perben, qui doit traiter de l'avenir économique de la situation des avocats. Dans ce cadre-là, doit être étudiée la question de l'aide juridictionnelle, sur laquelle d'ailleurs j'ai cru comprendre ce matin le Conseil national des barreaux fait une demande d'avance à l'État d'aide juridictionnelle. Nous allons regarder cela. Donc, si vous voulez, dans le cadre de la commission Perben, un certain nombre de décisions devaient être prises. Elles le seront. La commission a arrêté de siéger de manière temporaire, mais va reprendre ses activités dès que ce sera possible. Et j'ai bien évidemment ces observations en tête. J'ai parfaitement conscience qu'il nous faut, sur l'ensemble de ces points, apporter des réponses. Monsieur le sénateur Buffet, vous m'avez donc posé 6 questions. Combien de magistrats ? Très globalement, nous avons 8 000 magistrats. Dans le cadre des plans de continuation d'activité, il y en a entre 1 800 et 2 000 qui sont effectivement présents
dans les juridictions. Les autres, sauf circonstances particulières, peuvent parfaitement travailler en télétravail, puisqu'ils sont dotés d'ordinateurs portables et ils ont toute capacité pour travailler en télétravail, bien entendu. Donc, nous aurions environ 6 000 magistrats qui seraient en télétravail. Les greffes, la situation est différente, je le reconnais, puisque nous avons, on va dire, environ 10 000 personnels de greffe. Un certain nombre, la plupart d'entre eux, ne sont pas présents. Il y en a, disons, on a 2 000. Je reprends mes explications, j'ai 4 000 personnels qui sont présents dans les juridictions aujourd'hui, à peu près 2 000 magistrats et 2 000 personnels autres. Parmi ces autres personnels, il y a les greffiers, bien entendu, sur un total d'environ 10 000 personnels de greffe. L'équipement pour faire du télétravail est moindre. Je le reconnais devant vous. Vous le savez, le ministère de la Justice avait une dette technologique très importante. Nous la rattrapons à grande allure. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer la visioconférence dans un très grand nombre de situations. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des liaisons qui ont été considérablement renforcées, qui nous permet de travailler avec les magistrats à distance. C'est ce qui nous permet de doter les magistrats et le plus possible les personnels d'ordinateurs. Nous avons là, ces temps derniers, donné 3000 ultra-portables supplémentaires. Bref, donc des éléments qui nous permettent d'assurer le service public essentiel tel que je l'ai défini tout à l'heure. Vous avez évoqué la question des décisions qui avaient été rendues avant la crise sanitaire mais qui n'ont pas été notifiées. Je dois vous dire que dans une circulaire qui a été adressée le 26 mars, qui est une circulaire d'application, la question de la notification des décisions est abordée et il est précisé qu'afin de faciliter le travail du greffe, l'article 10 de l'ordonnance prévoit que les décisions pourront être portées à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen. Le greffe peut donc utiliser un mode de communication électronique, mais aussi le courrier, le courriel, etc. Cela ne dispensera pas évidemment ça ne dispensera pas de la notification, mais en tout cas la communication peut être effectuée par tout moyen. Sur les juridictions administratives, nous avons 2 ordonnances sur les juridictions administratives. La première doit dater du 25 mars et la seconde du Conseil des ministres d'hier, parce que nous avons dû apporter un certain nombre de correctifs sur différents points de détail ou de précision pour permettre aux juridictions administratives de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, notamment en installant la possibilité de visioconférence pour la représentation des parties, etc. Donc, c'était évidemment tout à fait important. Vous avez ensuite évoqué la question des tribunaux de commerce. C'est un sujet qui, pour moi, est important. Je dois dire que je m'entretiens là aussi à peu près tous les 10 jours par audioconférence avec l'ensemble des acteurs de la juridiction commerciale, qu'il s'agisse des présidents de tribunaux de commerce, des greffiers et également des AJMJ. Nous avons donc adapté les ordonnances qui ont été promues sur la question des procédures collectives, de sorte que les tribunaux de commerce puissent fonctionner effectivement par des moyens audiovisuels qui sont importants et qu'ils ont la capacité de déployer, et qu'ils puissent également accueillir, lorsque cela est possible dans certains cas, les personnes qui veulent se rendre dans les tribunaux. Au moment où je vous parle, l'activité des tribunaux de commerce est moindre qu'elle n'était antérieurement. Nous avons une moyenne de 1000 ouvertures de procédures collectives par semaine, en temps ordinaire. 50 000 par an, 1000 par semaine approximativement. Depuis l'édiction de l'ordonnance, c'est-à-dire depuis peut-être une semaine ou 10 jours, il y a simplement 250 ouvertures de procédures collectives qui ont été faites, mais ce n'est pas significatif ce que je vous dis là, puisque c'est le premier moment. Mais donc l'ensemble des décisions que nous avons prises va nous permettre, en tout cas je l'imagine, de revenir à la situation antérieure. Notre souci était également
d'éviter un trop grand nombre d'ouvertures de procédures collectives qui n'auraient pas été justifiées par en raison des mesures d'accompagnement qui ont été mises en place. En discutant et en travaillant avec les acteurs dont je parlais tout à l'heure, nous avons également envisagé de développer la conciliation au moment de la sortie de l'état de crise sanitaire, de rendre plus souple la procédure de conciliation pour éviter que des entreprises tout de suite tombent dans la procédure collective. Donc c'est un sujet dont nous parlons très fréquemment. Sur la question des libérations anticipées. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus de la question précise que vous me demandiez. Ah oui. Très variable, plutôt harmonisée, sans parler des conditions dans lesquelles elle intervient. Oui, si vous voulez, c'est très difficile de raisonner territoire par territoire, puisque tout dépend du nom. Alors, on pourrait le faire par pourcentage, mais vous avez des territoires comme la région Île-de-France, qui évidemment a un nombre de détenus tout à fait important, à l'inverse d'autres territoires. Mais globalement, avec tous les défauts que comporte ma réponse, la pratique, la politique pénale que j'ai définie est conduite de manière harmonisée par l'ensemble des juges d'application des peines, les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui interviennent également, et l'ensemble est conduit de manière à peu près harmonisée. Enfin, vous m'avez interrogé sur les comparutions immédiates. Les audiences de comparution immédiate se sont tassées en raison de la diminution de la délinquance de voie publique à laquelle répondent prioritairement ce type d'audience de comparution immédiate. On estime qu'il y a une baisse de 40% des audiences de comparution immédiate. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous ne constatons pas de reprise plus soutenue de ce type de comparution immédiate. Donc en fait, lorsqu'on regarde qui passe en comparution immédiate, ce sont les délinquances liées à la situation sanitaire actuelle que j'évoquais tout à l'heure, et bien sûr, comme toujours, les éléments, les phénomènes qui ne peuvent pas s'abstraire de ces comparutions immédiates. Madame... Si vous le permettez, oui. Madame la ministre, les questions de Madame Delattre me sont parvenues par écrit. Je vais donc vous les poser. La première, nous l'avons à peu près entendue. Madame Delattre nous disait tout à l'heure que l'objectif que vous aviez fixé, ou que vous aviez évoqué pour les sorties de détenus, était de 5000. Mais, dit-elle, il y aurait aujourd'hui des préconisations que font certains d'aller jusqu'à 20 000 sorties pour atteindre l'objectif d'encellulement individuel. Alors, Madame Delattre voulait vous entendre sur le nombre que vous souhaitez réellement atteindre sur le nombre de sorties de détenus. Le deuxième point, c'est que Madame Delattre soulève que beaucoup de sorties, ou une partie en tout cas des sorties, sont conditionnées par le bracelet électronique. Et elle s'inquiète des moyens matériels des services de probation et d'insertion. Elle dit que les moyens humains sont à peu près là, mais qu'en revanche, on manque beaucoup de moyens matériels, y compris d'ailleurs sur les ordinateurs, les logiciels et leur connexion entre ceux des services de probation et ceux du juge d'application des peines. Elle voudrait vous entendre sur cette question, parce que parfois les moyens ne suivent pas les textes. Nous en avons déjà fait l'expérience. Enfin, Madame Delattre signale que nous recevons beaucoup de témoignages sur ce qui se passe dans les prisons, mais très peu sur les centres d'éducation fermés et les centres d'éducation renforcés. Pouvez-vous nous dire comment se passe le confinement des mineurs? Vous nous avez indiqué tout à l'heure le nombre de personnes atteintes du Covid-19, je crois, dans les centres d'éducation fermés. Et puis, la situation des mineurs enfermés dans les prisons fait-elle l'objet d'une appréciation particulière de la chancellerie? Voilà les questions que voulait vous poser Madame Delattre. Merci, Monsieur le Président, et Madame la sénatrice Delattre, que je ne vois plus, mais que nous avons entendue. Alors, il faut être très clair.
dans l'objectif de sécurité sanitaire en détention. Je n'avais pas un objectif chiffré. Mon propos n'est pas d'atteindre 5 ou 6 000 détenus. Je n'ai aucun objectif chiffré. Je n'ai aucun objectif chiffré, mais j'ai un cadre juridique précis. Et c'est un cadre juridique qui vise seulement à résoudre les questions sanitaires qui se posent à nous. Donc il faut être clair, je ne souhaite ni atteindre 20 000 détenus, ni libérer, ni tel ou tel autre chiffre. Je dis simplement que nous avons pour objectif, d'une part, de permettre à des détenus qui sont à 2 mois de leur sortie, de les faire sortir 2 mois avant, et de les assigner à résidence domiciliaire. Autrement dit, comme il y a confinement, ils doivent rester chez eux dans le cadre du confinement tel qu'il est établi en règle générale. Et s'ils ne respectent pas ce confinement, alors il y a un retour en détention. Les choses sont très claires. Elles se sont ainsi passées d'ailleurs il y a quelques jours dans tel ou tel département. Donc les choses sont très claires. Je n'ai pas d'objectif chiffré, j'ai un cadre très clair, permettre l'élargissement de ceux qui sont à 2 mois de la fin de la détention. S'y ajoute également la possibilité, dans certains cas, pour ceux qui sont à 6 mois de la sortie de détention, de pouvoir bénéficier d'un travail d'intérêt général. C'est une possibilité, mais nous savons qu'au moment où nous parlons, c'est un peu compliqué d'avoir un travail d'intérêt général, donc cette disposition n'est pas celle qui joue le plus au moment où je vous parle. Et s'ajoute enfin une dernière possibilité qui est d'accorder un crédit de réduction de peine supplémentaire pour les détenus qui auraient eu un comportement exemplaire pendant cette période d'état de crise sanitaire. Donc voilà le cadre juridique. Ce cadre juridique, il est complété par 2 exigences. Premièrement, que les détenus qui sortent n'aient été condamnés ni pour fait de terrorisme, ni pour crime, ni pour fait de violence intrafamiliale. Et la deuxième condition, c'est que ces détenus aient un domicile, puisque la logique, c'est que nous sommes dans le cadre d'une exigence sanitaire. Il n'est donc pas question pour moi de remettre des gens à la rue, car j'irai à ce moment-là à l'encontre de notre exigence première. Donc autrement dit, je réaffirme devant vous que je n'ai pas d'objectif chiffré, j'ai l'ambition de répondre à cette crise sanitaire. Le résultat, je vous l'ai donné, il est au jour où je vous parle, il est de 1570 détenus en moins par rapport aux chiffres du 16 mars. Mais je le répète devant vous, il faut que les choses soient claires. Ces 8570 détenus en moins ne résultent pas que des décisions que je viens d'exposer devant vous. La moitié découle de la moindre entrée en détention par rapport aux temps ordinaires. En temps ordinaire, nous avons, on va dire, entre 250 et 350 détenus qui entrent par jour dans nos détentions. Aujourd'hui, j'en ai entre 60 et 70. Et donc, cette moindre entrée en détention, liée au fait, je ne le reprends pas, de la moindre délinquance liée au confinement, etc., tout cela explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en détention. J'espère que j'ai répondu clairement. Sur les bracelets électroniques, là encore, je le redis devant vous, l'assignation à domicile telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne suppose pas un bracelet électronique, puisque, encore une fois, il y a confinement, il y a les forces de l'ordre qui sont dans la rue et donc qui vérifient la réalité de ce confinement. Et sur la question des centres éducatifs fermés et des mineurs en général qui sont sous main de justice, nous avons sur les centres éducatifs fermés, il faut être clair, parmi les jeunes qui étaient pris en charge par la PJJ, un certain nombre, sur décision des magistrats, sont rentrés dans leur famille.
Ces décisions-là, d'ailleurs, sont aujourd'hui des décisions qui aboutissent à des solutions inverses, c'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes qui sont en difficulté, après être rentrés un temps dans leur famille, ils reviennent dans nos établissements PJJ de manière générale. Ils reviennent dans les établissements. Donc, encore une fois, pour nous, ce qui est important, c'est que nous puissions garder ces jeunes sous notre responsabilité, même d'ailleurs quand ils rentrent dans leur famille, ils sont toujours placés sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Sur les mineurs en détention, on constate le même phénomène que pour la détention en général. Nous avions au 16 mars 855 mineurs en détention. Il y en a aujourd'hui 667 au niveau national. Donc nous avons un moindre effectif de mineurs en détention qui répond aux mêmes critères que ce que j'évoquais tout à l'heure, ou bien sont des jeunes dont la détention s'est achevée, ou dont la détention provisoire a été levée. Je rappelle qu'il y a à peu près 80% des jeunes en détention qui sont en détention provisoire. Donc soit cette détention provisoire a été levée, soit ces jeunes sont sortis de détention, soit il y a une moindre entrée en détention pour les raisons que j'explicitais tout à l'heure. Madame la garde des Sceaux, je vais redonner la parole à François-Noël Buffet qui souhaitait s'exprimer de nouveau, mais avant j'ai moi-même deux questions à vous poser. D'abord, vous avez évoqué les moindres entrées en détention. Vous les avez attribuées intégralement à la moindre délinquance de rue, ou principalement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet lié au report d'un certain nombre d'audiences devant les tribunaux correctionnels et peut-être l'ombre portée de la grève des avocats pendant les premiers mois de l'année qui fait qu'un certain nombre d'audiences ont dû être reportées? Et est-ce qu'on peut faire la part de ce qui revient à la très récente baisse de la délinquance liée au confinement et la part de ce qui est dû au retard pris pour des raisons que tout le monde peut comprendre, ou en tout cas connaître, en matière de condamnation et d'exécution des peines aussi. Et puis la deuxième question, nous pensons beaucoup à la situation des prisons. Nous voyons que pour rendre la vie supportable pour les détenus comme pour les surveillants, des mesures ont été prises, mais c'est vrai que les visites familiales n'ont pas lieu comme elles ont lieu en temps ordinaire, les promenades non plus, et donc au fond nos surveillants sont aujourd'hui à rude épreuve. Avez-vous prévu de reconnaître l'effort particulier auquel ils sont soumis par une indemnité supplémentaire pour, en quelque sorte, récompenser cette exigence qui leur est imposée pendant la période de la crise sanitaire? Alors, Monsieur Buffet, si vous voulez. Oui. Madame, c'était pour être bien sûr d'avoir bien compris ce que vous avez évoqué tout à l'heure dans le cadre des audiences que le président du juridiction pourrait décider d'imposer, parce qu'il peut d'autorité décider d'imposer une visio-audience. Si un avocat, quel qu'il soit, souhaite venir, être présent, en aucun cas il ne peut en être empêché, que les choses soient claires. D'accord. D'accord. Et puis, dernier point, qui est une observation, on évoquait les moyens matériels de nos juridictions qui se révèlent peut-être dans le cadre de cette crise, ils ne sont pas exclusifs et montrent à l'évidence que les efforts budgétaires que nous avions souhaités dans le texte relatif à votre ministère, il y avait un gros effort à faire en matière de justice. Il est urgent. Monsieur le sénateur, ce n'est pas une question, la dernière, c'est une affirmation. Monsieur le Président, sur vos deux questions, autrement dit, est-ce qu'on peut, au moment où nous parlons dans la diminution des entrées en détention, voir ce qui résulte de la moindre délinquance de rue ou des reports d'audience? Il faut... Pour moi, c'est difficile de répondre à votre question maintenant. C'est quelque chose qui peut tout à fait s'étudier, mais c'est difficile de répondre maintenant. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'audiences reportées de la grève des avocats qui se tiennent actuellement,
qui se tiennent actuellement, donc avec les décisions qui en découlent. Mais lorsque je disais que la diminution du nombre de détenus résulte de la diminution de l'activité juridictionnelle, je dois également dire que avant les circulaires, les ordonnances dont nous parlons, qui contiennent les mesures que j'ai évoquées, j'avais également demandé aux procureurs de la République, dans leur réquisition, d'une part d'utiliser la détention provisoire uniquement en cas de dangerosité réelle de la personne qui serait mise en détention provisoire, et d'autre part, quand cela était possible et opportun, de retarder le commencement de l'exécution des courtes peines. Donc ce sont deux points de politique pénale vers lesquels j'avais incité les procureurs à aller, qui jouent peut-être aussi dans la plus faible entrée des détenus en prison, des condamnés en prison. Ensuite, vous évoquez le travail fait par les surveillants pénitentiaires. Je dois dire, Monsieur le Président, que le travail qui est actuellement fait par l'administration pénitentiaire à tous les niveaux est un travail tout à fait exceptionnel. Au niveau, je le dis, de la direction à mes côtés, qui a anticipé, accompagné, c'est son travail, mais je dois saluer le travail tout à fait remarquable qui a été fait au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Les directeurs interrégionaux font un travail de cohérence, de soutien, de présence également exceptionnel. Les chefs d'établissement, qui sont parfois dans des situations difficiles, parce que si aujourd'hui il n'y a plus de mouvement de rébellion, si je puis dire, en détention, il y a une dizaine de jours, il y en a eu quelques-uns, et les chefs d'établissement ont été incroyablement présents pour gérer tout cela. Et bien sûr, l'ensemble des personnels, des surveillants, des personnels de l'administration pénitentiaire qui, en raison des circonstances, et dans certains établissements où il y a eu des personnes détenues qui sont malades, voire un surveillant qui est décédé, je pense à Orléans, je pense à Douai également, où il y a évidemment une atmosphère qui peut être très angoissante, les surveillants sont là, sont présents et traitent avec beaucoup d'efficacité et d'humanité la situation dans laquelle nous sommes. Vous m'interrogez sur la possibilité d'octroyer une indemnité supplémentaire. C'est évidemment dans le cadre d'une réflexion globale de la fonction publique que nous allons aborder ce sujet. Le secrétaire d'État, M. Dussopt, travaille sur ces questions-là. Je m'inscrirai pleinement, bien entendu, dans ce qui pourra être décidé dans ce cadre-là. En tout cas, il le mérite grandement, comme le méritent également d'ailleurs les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, qui eux aussi ont à faire face, mutatis mutandis, à des situations tout à fait singulières. Merci Madame le garde des Sceaux. Je pense maintenant que je vais faire appel à nos collègues reliés par visioconférence et je vais commencer par Monsieur Loïc Hervé. Et viendront ensuite Madame Eustache-Prignot, Madame Joissin, Madame Thomas et Monsieur Kerrouche. Donc la parole est à Monsieur Loïc Hervé, que je vois apparaître. Monsieur Hervé, vous avez la parole. Nous ne vous entendons pas. Madame la garde des Sceaux, oui. Je souhaiterais vous interroger sur la question de la protection des données personnelles dans le cadre de la sortie du confinement. Au sein du gouvernement, vous êtes plusieurs à être chargés de cette question, ou du moins à vous être exprimés sur le sujet, vous-même bien sûr, mais aussi vos collègues M. Castaner ou M. Haut. La question du recours à une application de tracing ou de tracking ne semble pas exclue à l'instant où nous parlons, et la question d'un débat au Parlement sur ce sujet précis a même été évoquée. Je vous sais très attentive à l'équilibre qu'il faudra trouver entre la protection des libertés d'une part et la nécessité d'apporter la plus grande sécurité sanitaire à nos compatriotes dans une période exceptionnelle à bien des égards. Le RGPD offre un cadre normatif qui repose sur des principes auxquels la France tient énormément depuis 1978 et sur lesquels il est très difficile d'envisager de revenir, même temporairement, sans atteindre des notions aussi essentielles que celles du consentement ou celles du droit d'accès. Alors, Madame la Ministre, je voudrais savoir si vous considérez
que la mise en œuvre d'un tel outil, plus ou moins intrusif d'ailleurs, pourrait se faire à droit français constant, à droit européen constant, ou alors pensez-vous qu'il faille envisager une modification de notre droit national, c'est-à-dire de la loi, ou alors du droit communautaire? Je vous remercie. Maintenant, la parole est à Madame Eustache-Brignot. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, chers collègues, je vous salue. Madame la ministre, je vais essayer d'être très rapide pour permettre à chacun de s'exprimer. Je voulais revenir sur la possibilité de donner aux juges d'octroyer des réductions de peine automatiques. Vous avez rappelé, Madame la ministre, que effectivement les personnes condamnées pour des faits terroristes sont exclues de cette possibilité, mais ce n'est pas le cas pour des individus qui ont été condamnés pour des faits de droit commun, mais identifiés comme radicalisés. Donc, je voulais savoir, Madame la garde des Sceaux, si des dispositions ont été prises particulièrement pour ces détenus radicalisés qui bénéficieraient de réduction de peine. Est-ce que réellement déjà un certain nombre d'entre eux ont bénéficié de ces réductions de peine, puisque la presse s'en est fait écho hier, puisque des articles précisaient que 130 détenus radicalisés avaient été libérés pour raisons sanitaires. Donc, je voulais savoir si le gouvernement avait pris des dispositions à l'encontre de ces personnes en matière de suivi, de surveillance à leur sortie, parce que c'est un sujet, bien évidemment, qui peut nous inquiéter et nous interpeller. Merci. Madame Sophie Joissin. Il faut que Madame Eustache-Brignot défasse son micro et sa caméra. Attendez. Nous vous entendons et nous vous voyons, chers collègues. Vous avez la parole. Bon. Bonjour à tous, bonjour Madame la garde des Sceaux. Au regard de l'urgence sanitaire, le gouvernement a pris des aménagements de peine afin de réduire le nombre de détenus. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont à peu près 8000 détenus condamnés donc en fin de peine qui sont sortis de prison. Dans la mesure où effectivement ils ne présentent pas de caractère de dangerosité, ceci paraît être une très bonne chose parce que les prisons sont surpeuplées et pourraient effectivement faire l'objet d'une catastrophe sanitaire sans précédent. Mais ça rend encore plus criante, je dirais, la justice expéditive réservée aux détenus présumés innocents, lesquels non condamnés, contrairement aux 8000 autres qui ont été libérés, sont non seulement privés de liberté de manière arbitraire, mais courent de surcroît un risque reconnu de fait par la libération des autres, par le gouvernement, qui est un risque grave pour leur santé. Il y a des innocents parmi eux, et s'il est évidemment nécessaire que ceux que l'on soupçonne d'être dangereux, d'avoir commis des crimes de sang ou des violences sur la personne, ne soient pas libérés, d'autres mériteraient, au moins à l'instar des 8000 qui ont été libérés, des libérations avec une mise sous contrôle judiciaire, bracelet électronique, mise sur écoute, etc. Il me semble qu'il s'agit là d'une inégalité de traitement qui se rajoute en fait au grief d'atteinte à la présomption d'innocence et au principe du contradictoire, les droits fondamentaux de tout justiciable largement à ce jour relayés dans la presse. Plutôt qu'allonger de plein droit les durées de détention auxquelles il faut rajouter la prise de risque sanitaire dont je viens de parler, pourquoi ne pas prévoir une possibilité de prolongation exceptionnelle sous contrôle du juge judiciaire, garant d'une individualisation et d'un discernement essentiel dans ce domaine? Vous avez annoncé aussi la présentation d'une nouvelle ordonnance rectificative mercredi prochain. J'aurais souhaité savoir si le ministère de la Justice comptait prendre de nouvelles mesures applicables donc aux détentions provisoires et si oui, lesquelles. J'avais aussi une autre question concernant l'hospitalisation sans consentement pour les soins psychiatriques. Le Code de la santé publique prévoit l'intervention du juge des libertés tout au long de la procédure. Il est la seule forme de recours dont bénéficie le patient, qui doit pouvoir le saisir à tout moment afin d'ordonner la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques. Il est prévu que le patient soit entendu à l'audience, sauf motif médical donnant lieu à un certificat de non-auditionnabilité. Cette audience peut avoir lieu soit à l'hôpital, soit au tribunal judiciaire. Mais cette dernière disposition pose de nombreux problèmes et je prendrai l'exemple d'un centre hospitalier du nord de la France. L'année dernière, le président du TGI a refusé que ce type d'audience ait lieu à l'hôpital, ce qui mobilise donc en temps normal 2 agents pour conduire les patients. Ceci n'est évidemment plus possible. Et les ordonnances relatives à l'adaptation du fonctionnement de la justice n'ont, sauf erreur de ma part, pas abordé la question spécifique des soins sans consentement. Le ministère de la Santé a donc publié le 23 mars des consignes et recommandations, lesquelles indiquent
que les établissements doivent prendre contact avec la juridiction de leur ressort pour organiser les audiences du juge des libertés et de la détention de façon dématérialisée. Jusque-là, tout paraît très, très logique. Mais le tribunal du ressort du centre hospitalier a indiqué que le recours à la visioconférence était prohibé et a proposé au centre de joindre à la procédure, alors que la personne qui était malade pouvait tout à fait avoir une séance de vidéoconférence, un certificat de non-auditionnabilité du patient pour en éviter le transport. Ce problème n'est malheureusement pas isolé et je crois que la lettre adressée le 27 mars par Madame le contrôleur général des lieux de privation des libertés au ministre de la Santé en fait largement état. Mais donc dans ce contexte, les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ne sont pas du tout respectés et le recours au certificat de non-auditionnabilité est un non-sens pour justifier la privation d'une audience pour ces patients. Je vous demande donc, Madame la garde des Sceaux, quelles mesures le ministère compte-t-il prendre pour permettre enfin aux patients de soins sans consentement de bénéficier d'une audience avec le juge des libertés? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Madame Thomas. Vous pouvez y aller, Madame Thomas. Vous m'entendez? Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il semblerait, au regard des informations, qu'il y ait encore peu de pays qui n'avaient pas d'autorisation de porter de masque sous peine de sanctions disciplinaires. Que depuis peu, les choses auraient évolué dans le bon sens, que par jour, ce qui semble totalement contraire aux bonnes règles d'utilisation de ce produit. Et qu'apparemment, tous les personnels n'en seraient pas dotés. Madame la Ministre, au regard de la situation sanitaire de la surpopulation de nos établissements carcéraux et des conditions de travail auxquelles le personnel pénitentiaire est confronté, ne pensez-vous pas que dans l'intérêt de tous, il eût été préférable que des mesures sanitaires plus rigoureuses aient été prises dès le lendemain de cette pandémie, dès le début de cette pandémie, pardon, à savoir la suppression des parloirs au lendemain du 17 mars, l'utilisation de gel et de masques pour tous au sein de nos établissements carcéraux. Merci, chers collègues, de votre question. Je donne maintenant la parole à Monsieur Kerrouche. Vous pouvez y aller, chers collègues, vous êtes à l'écran, je pense que nous vous entendons. Bonjour. Allez-y, chers collègues. Bonjour, Madame la garde des Sceaux. Président. Deux questions. Il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser sur la loi et la situation actuelle. Vous savez que cette loi permet d'aller de large, qui relève de la défense des intérêts fondamentaux de la nation, notamment les intérêts économiques. Parmi ces données figure la localisation des équipements terminaux utilisés qui peut être sollicitée et transmise par les opérateurs. Comme cette crise sanitaire a des impacts économiques actuellement sur ce texte, pour mettre en place un tracking ou de la géolocalisation, et ce, sans aucun contrôle ni autorisation du juge. Donc, la question, c'est que, afin de mettre fin aux supputations, pouvez-vous nous garantir que l'État n'utilise pas actuellement ces dispositions pour vérifier que les injonctions de confinement sont respectées? C'est le premier point. Sur le deuxième point, sur le projet Stop Covid qui est en discussion, une telle application doit assurer le caractère temporaire du consentement des personnes. Qui va signaler les malades? Seront stockées ces données parce que par définition, elles ne peuvent pas. Dernier point, comment comptez-vous faire avec les personnes qui sont en situation de fracture numérique? Je vous rappelle que 60% des personnes âgées ne sont pas équipées. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Madame la garde des Sceaux, vous avez la parole pour répondre à ces questions. Je vais demander à Monsieur Kerrouche de bien vouloir nous envoyer par écrit le résumé de ces questions que nous n'avons pas entièrement comprises, compte tenu de la qualité de la liaison qui était médiocre. Madame la garde des Sceaux.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Hervé m'interroge sur, au fond, cette question extrêmement délicate du tracking, si on peut utiliser ce terme anglais. Un de vos collègues de l'Assemblée nationale parlait hier de tracing. Je ne sais pas si c'est mieux, mais enfin, peu importe. Il est vrai qu'aujourd'hui, la France explore de multiples solutions pour à la fois analyser la compréhension épidémiologique de ce que nous vivons, pour également améliorer le traitement sanitaire de la crise et puis pour envisager quelles pourraient être les différentes hypothèses de déconfinement. Parmi ces solutions figurent des solutions technologiques, mais qui ne peuvent être que complémentaires à bien d'autres solutions. Moi, je voudrais simplement dire ici deux choses, c'est que d'une part, il ne faut préjuger ni la faisabilité de ces techniques, puisqu'aujourd'hui elles n'existent pas au moment où nous parlons, ni même leur utilité. Donc c'est la première mise en garde. Il y a des réflexions qui sont conduites, je crois, par des laboratoires comme l'INRIA, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas préjuger ni la faisabilité ni l'utilité de ces techniques. D'autre part, en tant que garde des Sceaux, évidemment, ce qui m'importe, ce sont les libertés publiques et les libertés individuelles. Le gouvernement y attache d'ailleurs la même importance que moi. Mais dans ce cadre-là, ce que je veux également dire, c'est qu'il est très difficile de porter une appréciation abstraite sur ces questions et que les outils qui seront créés, s'ils le sont, seront déterminants pour apprécier réellement le degré d'atteinte aux libertés. En toute hypothèse, je serai particulièrement vigilante sur le droit au respect de la vie privée et sur les principes fondamentaux en matière de données personnelles que vous avez adoptés en 2018 en traduisant dans notre droit le RGPD dans la loi informatique et liberté. Il y a également, au-delà de nos textes français, du RGPD, la directive e-privacy, qui est également très importante dans ce cadre-là. Et c'est sur ces textes-là, c'est-à-dire le texte que vous avez adopté. Et ces textes-là, tout cela forme notre socle de valeurs partagées. Et donc, de mon point de vue, si application il doit y avoir un jour, elle ne peut être que sur la base de ce socle-là. Et donc, ce socle, il repose sur deux grands principes fondamentaux et 5 règles adjacentes. Les deux grands principes fondamentaux, c'est d'une part l'anonymisation des données. Cela résulte de l'article 9 de la directive e-privacy. Elle est essentielle et il me semble que nous devons rechercher les mesures de sécurité robustes qui permettent de garantir l'intégrité et la confidentialité des données qui sont collectées. Et s'il devait y avoir une dérogation à cette exigence d'anonymisation, alors là, elle ne pourrait passer que par la loi. Mais il me semble que nous devons absolument respecter cette question de l'anonymisation des données. La deuxième grande principe, c'est le consentement des personnes. Donc anonymisation et consentement, ça c'est prévu par le RGPD. À ce stade, le volontariat sera la clé de l'affaire et c'est évidemment tout à fait essentiel de le dire. À ces deux grands principes, anonymisation, consentement, s'ajoutent 5 règles qui figurent également dans tous ces textes et qui, me semble-t-il, doivent être prises en compte. Tout d'abord, le fait que les finalités qui sont poursuivies doivent reposer sur des bases juridiques solides. Et donc, ces bases juridiques, on peut les trouver là encore dans le RGPD. Je pense notamment à l'article 6 qui prévoit, je cite, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Donc, robustesse de la base juridique. Ces dispositifs ne peuvent être mis en œuvre que de façon provisoire. Deuxième règle. Troisième règle importante, les données collectées, ce sont des principes, Monsieur le Président Bas, que vous avez cités à plusieurs reprises dans votre propos introductif. Les données collectées doivent être strictement nécessaires au regard de la finalité poursuivie et elles doivent être conservées exclusivement pour une durée qui serait proportionnée à cette finalité. Quatrième règle, information transparente des personnes sur
les traitements envisagés, c'est au fond donner le code source. Et enfin, 5e règle, des garanties qui doivent être prévues en termes de recours. Et donc, c'est cet ensemble, je n'invente rien en disant cela, hein, je ne fais que redire devant vous ce qui constitue la base juridique que nous avons portée ensemble. Et donc, c'est dans ce cadre-là, me semble-t-il, que peuvent être réfléchies les différentes hypothèses technologiques auxquelles on peut aujourd'hui penser. Vraiment, je crois pouvoir dire que la volonté du gouvernement est que ce projet, s'il a lieu un jour, s'il prend naissance un jour, s'inscrive dans le cadre que je viens de rappeler, qui est le cadre des libertés individuelles. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue, mais je crois que c'est important. Par rapport à la question que posait Monsieur le sénateur Hervé, la Commission européenne a adopté très récemment, hier je crois, une recommandation disant que l'Union européenne a priori n'entend pas légiférer, forcément puisque nous avons les bases juridiques que je viens de rappeler, et que l'Union européenne se bornera à des mesures type lignes directrices ou recommandations pour inciter les États membres à développer éventuellement ce type d'outils dans le respect du droit européen. Donc voilà quelle est ma position très claire sur ce sujet, c'est vraiment le respect total des règles que nous avons adoptées. À Madame la sénatrice Eustache-Brinio qui évoquait dans un tout autre champ la question de la sortie de détenus radicalisés. Je rappelle, Madame la sénatrice, que les détenus dits radicalisés sont des détenus qui ont été condamnés pour des faits de droit commun et qui sont des détenus dont on a observé qu'ils étaient radicalisés, cette radicalisation d'ailleurs pouvant dater d'avant l'entrée en détention. Elle ne découle pas nécessairement de la détention. J'ai vu effectivement paraître dans un hebdomadaire ou dans un site internet, sur un site internet d'un hebdomadaire hier, que nous aurions libéré 130 détenus terroristes. Non, non et non. Je le dis très clairement. D'abord parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les détenus terroristes sont exclus de tous les champs que nous évoquons là. Ensuite, parce qu'il y a effectivement des détenus qui sont reconnus comme étant radicalisés, qui ont été libérés. Ils sont 25 depuis la mi-mars, et parmi ces 25 détenus, eh bien, la plupart sont sortis parce que c'était la fin naturelle de leur peine. Et donc il n'y a là-dessus rien de plus à dire. Nous sommes évidemment extrêmement vigilants sur ce sujet. Lorsque les questions se posent pour ces détenus, les chefs d'établissement prennent les renseignements nécessaires. Nous travaillons évidemment avec les services de renseignement, et tout cela avec le bureau du renseignement pénitentiaire, vous le savez, et tout cela est évidemment extrêmement surveillé. Un certain nombre de ces 25 détenus qui sont sortis ont d'ailleurs été placés sous contrôle judiciaire parce que c'était des détentions provisoires. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Il faut vraiment couper court à des informations qui seraient inexactes. Madame la sénatrice Sophie Joissaint, vous m'interrogez sur plusieurs points. Vous m'interrogez d'abord sur la détention provisoire en me disant: n'y a-t-il pas un paradoxe à refuser les débats sur la prolongation de la détention provisoire? D'abord, nous ne les refusons pas, nous les décalons de 2 mois simplement, enfin de 2 mois, de 2, 3 ou 6 mois, suivant les catégories, les types d'infractions ou de crimes. Et d'autre part, donc, me dites-vous, ne pas organiser ces débats alors que d'un autre côté, nous faisons en sorte, pour des raisons sanitaires, que la pression carcérale diminue. Je ne crois pas qu'il y ait contradiction. Je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que nous ne parlons pas de la même chose. Dans un cas, nous parlons de personnes qui ont été condamnées, mais qui sont à l'extrême fin de leur peine et qui donc sortent. Ils ont accompli leur peine, ou presque, jusqu'à son terme, et ils sortent. Là, en détention provisoire, nous sommes face à des personnes qui, bien entendu, sont présumées innocentes, mais qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être des détenus qui sont dangereux,
Que dirions-nous si, parce que nous n'avions pas respecté les délais, parce que nous ne sommes pas en capacité de le faire en raison des plans de continuation d'activité, que dirions-nous si nous libérions une personne qui était suspectée d'avoir commis des faits de viol, si nous libérions une personne qui était suspectée d'avoir commis des actes de terrorisme? Il y a là, et c'est l'objet même de la détention provisoire, il y a là, me semble-t-il, une question de sécurité de la société qui est tout à fait essentielle. Par ailleurs, en dehors de la prolongation de ce délai, nous respectons toutes les autres garanties qui sont fixées par le Code de procédure pénale. Je le redis devant vous, les juges peuvent libérer d'office ces détenus provisoires, ils peuvent faire des demandes de mise en liberté qui seront traitées dans les délais que j'ai rappelés tout à l'heure à Monsieur le Président Caner. Et il me semble que l'ensemble de ces dispositions fait que nous restons bien dans les règles générales de l'état de droit. Je dirais pour terminer que le Conseil d'État a en référé dit extrêmement clairement que les dispositions que nous avions prises dans les ordonnances ne portaient atteinte à aucune liberté fondamentale. Il l'a dit de manière extrêmement explicite, visant d'une part, je reprends ces termes, l'ordonnance contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Donc les choses sont très claires et dans le corps même de sa décision de référé, le Conseil d'État a visé d'une part l'ordonnance et d'autre part sa circulaire d'application. Donc les textes que nous avons pris ont été jugés conformes par le Conseil d'État et par ailleurs, un certain nombre de chambres de l'instruction se sont déjà prononcées sur ces textes et ont admis la validité du raisonnement et des dispositions proposées par la chancellerie. Nous ne cherchons rien dans ces dispositions, si ce n'est d'adapter des dispositifs à la situation dans laquelle se trouvent les juridictions. Et je l'ai dit tout à l'heure, en fin de période d'état sanitaire, nous prendrons sûrement des ordonnances pour essayer de voir comment nous pouvons réellement sortir souplement de la crise. Par ailleurs, vous avez évoqué, Madame la sénatrice Joissains, une ordonnance rectificative. Non, je ne prendrai pas d'ordonnance rectificative à ce stade. Les textes sont clairs, les textes existent, ils ont été validés par le Conseil d'État, par certaines chambres de l'instruction. Nous en restons là pour le moment, sauf, vous le disais-je, peut-être en fin de période. Si je peux d'ailleurs juste ajouter un mot, Madame la sénatrice, pardonnez-moi, je souhaite vous reprendre sur un point, mais qui est important. Vous avez évoqué 8500 détenus libérés. Non, il y a 8500 détenus en moins dans nos détentions. Je l'ai expliqué tout à l'heure, ces 8500 détenus en moins viennent pour partie de moindre entrée et pour partie de décisions de libération. Sur l'hospitalisation sans consentement, Madame la sénatrice, qui est effectivement un véritable sujet, vous avez évoqué la question de l'audition des personnes hospitalisées. Et effectivement, en droit commun, le recours à la visioconférence pour l'audition de la personne hospitalisée sans consentement n'est pas prévu par les textes. Et l'audience se tient dans une salle spécialement aménagée de l'organisme d'accueil. Dans la période de crise sanitaire que nous traversons, pour tenir compte à la fois des contraintes sanitaires et de la nécessité pour le juge de prendre en compte la parole de la personne qui est hospitalisée. L'ordonnance 2020-304 a prévu, c'est l'une des ordonnances du 25 mars, a prévu un dispositif avec 3 types de dérogations au droit commun que j'énonce brièvement si Monsieur le Président me le permet. Dans son article 7, il est prévu que le juge peut décider de tenir l'audience en visio ou par tout moyen, y compris avec une communication téléphonique. Cette décision ne nécessite pas de recueillir l'avis ou l'accord des parties. C'est une simple faculté. On rejoint là encore l'observation que faisait tout à l'heure Monsieur le sénateur Buffet. Et c'est une simple faculté qui est destinée à freiner le Covid, etc. Dans son article 8, il est également prévu que la procédure, le juge peut préciser que la procédure se déroule sans audience, mais alors c'est une procédure écrite et la personne qui est hospitalisée est représentée par un avocat.
Enfin, dans son article 6, il est prévu que le juge peut ordonner que l'audience se tienne en publicité restreinte et ces dispositions, je tiens à le dire, sont temporaires et nous les avons prises précisément pour respecter, selon d'autres formes, les droits des parties et assurer la continuité du contentieux des hospitalisations d'office. Enfin, non, pas enfin, il me reste à répondre à Madame la sénatrice Thomas sur les masques en détention. Si j'ai bien compris, Madame la sénatrice m'interroge sur la manière dont nous avons distribué les masques en détention. Je voudrais ici être très claire. Très tôt, nous avons adressé, je crois même, oui, dès la fin du mois de février, nous avons adressé, le directeur de l'administration pénitentiaire a adressé des instructions dans tous les établissements pénitentiaires pour prendre en compte le début de l'épidémie. Nous avons très tôt mis en place des mesures sanitaires, de confinement, d'éloignement. Très tôt, nous avons réduit le nombre de détenus en promenade pour que l'épidémie ne se diffuse pas de manière très virulente. Très tôt, nous avons diminué le nombre de personnes admises au parloir avant que de suspendre les parloirs du fait du confinement. Sur les masques, donc toutes ces mesures étaient destinées à évidemment éviter une propagation de l'épidémie. Sur les masques, nous avons veiller à donner des masques au personnel surveillant dès lors que j'ai été en mesure, dès lors que j'ai eu la certitude de pouvoir continuer la dotation des masques dans la durée. Je ne voulais pas donner des masques pour 8 jours après dire je suis désolé, je n'en ai plus. Donc nous avons distribué des masques dès le samedi 28 mars parce que nous avions un stock suffisamment important de masques entre ceux dont nous disposions. Nous disposions d'un petit stock de masques sur lesquels nous en avons rendu les FPP2 à la santé pour qu'ils aillent au personnel soignant et d'autres masques que nous pouvions conserver. Nous les avons distribués à la pénitentiaire et à la PJJ qui se trouvaient mutatis mutandis à peu près dans la même situation. Et nous avons une doctrine très claire. Nous donnons des masques aux surveillants qui se trouvent en contact étroit et prolongé avec les détenus, autrement dit à tous ceux qui sont sur la coursive et qui sont en contact avec les détenus, à ceux du quartier entrant, bref, tous ceux qui sont en contact avec les détenus. C'est évidemment très, très important et je vous disais que j'avais commencé la distribution le 28 mars parce qu'à ce moment-là, j'ai été certaine d'avoir des lignes de production dans des ateliers en détention qui garantissent la suite de l'octroi des masques. Et donc, nous avons maintenant des masques qui vont être produits actuellement dans 8 lieux, nous allons monter à 10 ou 12 lieux qui produisent des masques. Nous avons 2 partenaires industriels, Telatex et Boldoduc. Ces masques sont homologués, ce qui nous permet de les distribuer en toute sécurité. Ce sont des masques non sanitaires de catégorie 1 et donc ce sont des masques très protecteurs et nous allons les distribuer. Je crois que nous avons déjà commencé la distribution de ces masques-là. Voilà. Je tenais simplement, pardonnez-moi d'être longue, mais je tenais à dire cela parce que nous avons vraiment fait attention aux mesures nécessaires dans le cadre de la pandémie. Monsieur le sénateur Kerrouche, vous m'interrogez. Peut-être qu'il est préférable que, comme on a très mal entendu la question, que je vous la précise, car M. Kerrouche m'a fait parvenir les éléments de sa question. En fait, sa première question ne porte pas sur la question du traçage, du tracing ou du tracking, quel que soit le terme qu'on voudra bien utiliser. Elle porte sur le danger qu'il y aurait, selon lui, à détourner en quelque sorte des dispositions de la loi sur le renseignement de 2015, puisque celle-ci donne à l'État, en dehors de tout contrôle du juge judiciaire, j'en ai été le rapporteur et je m'en souviens très bien, l'accès à des moyens d'investigation très importants selon des finalités qui sont précisées et qui comportent les intérêts fondamentaux de la nation. Et M. Kerrouche voudrait avoir de votre part l'assurance, afin de mettre fin, dit-il, à toute supputation, que l'État, actuellement, n'utilise pas ces dispositions pour vérifier que les injonctions de confinement sont respectées. Autrement dit, on n'est pas du tout là dans le système qui pourrait être mis en place sous le nom de Stop Covid. On est bien dans une forme de contrôle qui pourrait se faire avec des moyens de l'administration
du ministère de l'Intérieur, des services spéciaux. Bon. Et sa deuxième question, c'est sur le projet Stop Covid, appelons-le comme ça entre nous. Il pose deux questions très précises. Il voudrait avoir votre sentiment sur qui signalerait les malades, les porteurs du virus contagieux, dans un tel système, et comment seraient stockées les données. Vous avez déjà répondu d'une manière assez précise en rappelant les règles qui découlent du règlement général sur la protection des données. Mais voilà le sens de sa question. Alors je profite que je vous explique mieux la question telle que parce que nous l'avions mal entendue de M. Kerrouche, pour revenir un instant sur la question de Mme Joissains. Sur les libérations, bien entendu, nous avons parfaitement compris que la baisse du nombre de détenus n'était pas entièrement imputable aux libérations. Mais celles-ci se poursuivent. Et elles ont été très rapides pour celles qui ont eu lieu déjà. Et la question que je crois voulait poser également Mme Joissains est celle-ci. C'est est-ce que les services de probation et d'insertion des détenus, et est-ce que les juges d'application des peines ont vraiment pu, dans un délai si rapide, vérifier individuellement, au cas par cas, que toutes les conditions que vous avez posées étaient remplies? Comment ont-ils réussi ce tour de force, je les en félicite, à la fois de procéder à un examen très approfondi des conditions de vie de ces détenus rendus à la vie civile, de leur hébergement, des garanties de non-dangerosité qu'ils pouvaient apporter dans un délai si rapide. Voilà la question de M. Kerrouche et complément à la question de Mme Joissains. Merci, Monsieur le Président. Sur la question de Monsieur Kerrouche, si une application devait voir le jour, évidemment, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est la première des règles adjacentes aux deux grands principes fondamentaux, anonymisation et consentement. La première de ces règles, c'est des finalités très claires et très précises. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait détourner ces finalités qui seraient clairement explicitées. Et en tout cas, comme garde des Sceaux, j'y serais évidemment très attentive. Mais enfin, ce n'est même pas envisageable. Enfin, vraiment, je ne vois pas du tout, comment cela serait possible. Sur le deuxième point, ma réponse va être très brève parce que lorsqu'on demande qui signalera les malades, comment seront stockées les données, je ne suis pas du tout dans la technique de ces éventuelles applications. Donc je lis comme vous tous et je vois bien entendu beaucoup de choses et je participe à certaines réunions. Si on admet le principe du volontariat, dont j'ai dit que c'était l'un des deux principes fondateurs, ça veut dire que les malades se signaleraient de manière volontaire. Et voilà ce que je peux dire, mais peut-être y a-t-il autre chose que je ne sais pas techniquement au moment où je vous parle. Ces applications n'existent pas, donc je ne sais pas répondre à cette question. Comment seraient stockées les données? Je ne sais pas. Je crois avoir lu que si c'était une technologie Bluetooth, c'est quelque chose qui fonctionne de manière très, très particulière. Mais franchement, je ne suis pas en mesure de répondre à ce type de questions-là. Et les choses de ce point de vue-là sont très claires. Sur votre question adjacente, Monsieur le Président, je transmettrai vos félicitations aux juges de l'application des peines et au personnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, parce que ce sont bien des vérifications individuelles qui ont été effectuées. Lorsque les choses se passent de la manière suivante, l'administration centrale a fait des extraits de nos bases de données et a permis d'établir une liste de détenus qui correspondent à l'ensemble des cas que j'ai évoqués devant vous, moins de 2 mois, pas terroriste, pas de criminel, etc. Ces listes ont ensuite été envoyées dans les établissements pénitentiaires et aux services pénitentiaires d'insertion et de probation qui les ont complétées sur le comportement du détenu, sur le détenu a-t-il oui ou non un logement, puisque je vous ai dit que c'était une condition sine qua non. Je rappelle que les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont présents font un travail tout à fait considérable. Les greffes des établissements pénitentiaires ont vérifié tout cela.
Ensuite, le procureur a donné son avis. C'est évidemment tout à fait essentiel dans le dispositif que j'ai le dispositif le plus courant que j'ai proposé, et s'il y a un avis positif du procureur, alors la personne est libérée. Dans d'autres cas, le juge d'application des peines intervient nous sommes dans d'autres hypothèses que celle de la libération à 2 mois. Donc tout cela suppose un fonctionnement de l'administration pénitentiaire qui est important, mais je rappelle devant vous que l'administration pénitentiaire, au moment où nous parlons, est très présente, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Et donc, si vous voulez, les surveillants pénitentiaires, par exemple, sont présents. Je crois que le taux de présence est de l'ordre de 75%. Donc, nous avons... donc, c'est pas un taux de présence... je n'ai pas le taux précis du service de probation en tête, mais évidemment, ils sont présents également. Bien sûr, il n'y a aucune difficulté. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, nous allons passer à la série de questions suivantes. Je vais donc demander à Madame Mercier, puis à Monsieur Thani Mohamed Solihi, puis à Madame Jourda, puis à Madame Delagontrie, puis à Madame Haribé de poser leurs questions. Donc nous commençons par Madame Mercier, Madame Marie Mercier. Voilà, nous interrompons donc cette audition de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui s'exprime donc devant les sénateurs de la commission des lois, notamment le président de cette commission, Philippe Bas. Vous pourrez retrouver cette audition dans son intégralité demain matin, vendredi, sur l'antenne de Public Sénat à partir de 11 h. Vous le voyez, eh bien, malgré le confinement, malgré l'épidémie de coronavirus, les sénateurs poursuivent leurs auditions, notamment grâce à la visioconférence. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.